That's where I long to be with my three good companions, just my rifle, pony and me. Ça fait 45 jours que je n'ai pas entendu ce générique. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez écouter cette émission. Je reviens de ma petite grotte parce que c'est important. Il y a un film qui sera projeté dans plus de 100 salles, si je ne me trompe pas, une centaine de salles. Alors que ça peut être en France, ça peut être en Allemagne, Belgique et Suisse. D'ailleurs, il y a le dossier de presse et pour ne pas faire d'erreur, je vais lire un extrait du dossier de presse. Le film s'appelle Save Our Souls. J'espère que je l'ai très bien dit en anglais. C'est réalisé par Jean-Baptiste Bonnet. Je remercie bien évidemment Jean-Charles Canu, l'attaché de presse de ce film, pour l'aide apportée à la conception de cette émission. Et le film est tout simplement un témoignage. Enfin, tout simplement. Le film est tout simplement, cinématographiquement parlant, un témoignage qui est assez essentiel sur le sauvetage, sur un sauvetage des réfugiés en Méditerranée, qui est mené par SOS Méditerranée et son bateau, l'Océan Viking. Et je disais, avant de donner la parole à mon invité, que donc il y a un dispositif qui est assez exceptionnel et qui aura lieu aujourd'hui. On enregistre le 20, c'est le 20 en soirée. Il y a 32 associations qui sont, que ce soit nationales, locales, Amnesty International, Ligue des droits de l'homme, etc., Médecins du Monde, qui portent l'événement. C'est une projection dont l'occasion est de donner la parole et de leur donner la parole. Il y a 30 minutes avant la séance, donc les associations accueillent le public et présentent leurs actions. Et à l'issue de la projection, il y a un débat qui est organisé au Méliès de Montreuil. Je salue Stéphane Goudet et qui sera retransmis là, pour le coup, dans toutes les salles participantes. Et grâce aux moyens techniques du prestataire culte. Voilà. Et puis, voilà. Il y a un lien dans le descriptif. C'est le lien du site du film. Il y a la liste des salles de cinéma partenaires. J'espère que j'ai tout dit. Et si j'ai oublié, mon invité va me rectifier. Mais en tout cas, avant tout cela, question banale, godardienne, mais peut-être qu'il y a son sens là pour le coup. Comment allez-vous? Mais ça va bien, ça va bien. Je suis très heureux d'être non pas chez vous, mais avec vous à Microciné, voilà, pour parler du film. Parler du film. Est-ce que j'ai pas dit trop de bêtises et ou est-ce que peut-être vous avez envie de rajouter encore d'autres éléments d'information par rapport à cette soirée événement qui aura lieu aujourd'hui? Non, je crois que c'était très complet. Très Super. complet. Alors maintenant, je vais vous poser une deuxième question. Mais ça, pour ça, il faudrait revenir un petit peu au dernier jour du tournage du film, voire même quelques jours après. Il y a quand même un moment enfin, c'est même pas un moment, c'est très organique de notre position de spectatrice et spectateur. Même pour celles et ceux qui sont au fait de ce que vous filmez, ne serait-ce que par les livres, les journaux, les reportages, les films documentaires comme le vôtre, c'est-à-dire des documentaires de cinéma. Mais j'aimerais quand même vous demander, à vous, comment on s'en sort? Cette question peut paraître très provocante par rapport à celles et ceux que vous filmez et dont on devrait poser la question. Mais pardonnez-moi cette phrase un peu égoïste. Vous êtes l'auteur du film. J'aurais vous demander, vous, comment on s'en sort de ce film-là? On s'en sort très bien. Le tournage n'a pas été éprouvant au sens où il aurait été une épreuve morale et physique. Pour moi, pas du tout. Ça a été un tournage long, c'était un tournage très intense humainement, émotionnellement. Euh, Ça a été un tournage en solitaire d'un côté et d'un autre côté très entouré par l'équipage d'abord et puis très entouré ensuite par tous les rescapés avec qui j'ai passé du temps, comme vous passerez du temps avec des gens que d'abord vous ne connaissez pas sur une place de village et puis que vous apprenez pas à connaître en profondeur, il faut pas se leurrer, mais en tout cas que vous apprenez un peu à connaître, avec qui vous commencez à apprécier parler, échanger. Donc le tournage a été particulier parce qu'il m'a mis en contact avec cette réalité très brutale d'un terrain que je connaissais que théoriquement, comme beaucoup d'entre nous. Et ce contact, oui, très, très brutal avec la réalité, a aussi poussé, non pas une prise de conscience, parce qu'elle était là, cette conscience de ce qu'était la situation, on va dire presque géopolitique, en tout cas la situation humaine en Méditerranée centrale. Mais j'ai pu vraiment sentir et comprendre très concrètement ce que ça voulait dire que essayer de, enfin,
de ce qui se passait, voilà, dans cette zone si proche de nous. Ça a été quoi le point de bascule où vous vous êtes dit je dois filmer ça? Alors le projet a été long à mettre en place. C'est un projet que j'ai produit aussi avec, ma société, pardon, de production, Abilis Productions. Et ça a été un projet qui a été, long à produire et à mettre en place. Je dirais que le déclencheur, le déclencheur est relativement flou, dans mon esprit. Je sais que j'ai passé, il se trouve que ma mère est très investie, dans des associations, en région parisienne qui apportent secours aux arrivantes et aux arrivants depuis des années. Aux alentours des années, 2017, j'ai passé du temps avec elle dans ses permanences, pour l'accompagner, pour, également, dans l'idée peut-être de faire un film de ce qu'elle faisait auprès des gens qu'elle aidait. Et puis, ce projet n'est pas devenu un film, enfin, ces repérages ne sont pas devenus un film, mais de fil en aiguille, j'en suis venu à m'intéresser plus particulièrement à ce qui se passait en Méditerranée centrale. C'était déjà quelque temps après l'opération Mare Nostrum, qui a été menée conjointement par les gardes-côtes italiens et l'Europe. Et puis cette opération s'est arrêtée, et c'est là que les ONG sont entrées sur le terrain et ont commencé à faire ce que les États européens ne faisaient plus, c'est-à-dire sauver la vie des gens en mer. Est-ce que vous aviez déjà, est-ce que vous saviez déjà ce que vous ne souhaitiez pas, non pas filmer, mais est-ce que vous savez déjà, quand vous vous lancez dans le tournage de ce film, là où vous ne voulez pas aller d'un point de vue cinématographique, au niveau du dispositif, au niveau de capter les... Par exemple, il n'y a pas de voix off, si je ne me trompe pas. Oui, Donc ça, voilà. Oui, ça, ouais. ça c'est un choix. Il n'y a pas besoin de tergiverser là-dessus. Mais voilà, qu'est-ce qui a fait que... On va parler après de la voix off, parce que même s'il n'y a pas de voix off, il y a quand même un regard et c'est comme une voix off aussi. Mais ça, on va en parler après de ça, après, je pense. Non, c'est vraiment ce que vous ne souhaitiez pas faire, c'était quoi exactement? Ou alors, vous ne vous posiez pas cette question, vous y alliez? Si, absolument. Alors moi, j'ai été formé, je dirais, enfin, mon regard a été en partie formé par un certain cinéma direct. C'est le cinéma documentaire que j'aime, que je pratique. Euh, il y a des très grands films qui ont des voix off, c'est pas du tout la question d'avoir un dispositif rigoriste comme ça. Là, je savais que je ne voulais pas de commentaires, que les situations devaient parler d'elles-mêmes et que le projet était que le film soit ce huis clos en mer, ce huis clos maritime. Je ne voulais pas sortir du bateau, ça c'était clair. Le film devait commencer et se terminer sur le bateau sans que la caméra ne pose pied à terre. Voilà, j'en étais là. Et ensuite, le dispositif cinématographique est un dispositif qui est finalement extrêmement contraint. Mais ça, c'est très intéressant en documentaire en documentaire et dans plein de films de fiction aussi, d'être dans un dispositif contraint et de pouvoir s'appuyer sur la contrainte. Contraint parce que je savais que je serais seul. Il n'était pas possible d'embarquer avec un ingénieur du son. Contraint par l'espace. Filmer en mer, c'est filmer un espace qui n'est jamais stable. D'ailleurs, c'est drôle parce que le premier jour, assez naïvement, je pose mon pied de caméra sur le pont et puis je pose mon cadre. Puis c'est un réflexe de chef opérateur. Je suis chef opérateur de formation en documentaire. C'est un réflexe. Je fais la bulle sur le pied. En fait, on peut pas faire la bulle sur un bateau parce que le bateau bouge toujours. Et vraiment pendant 5 secondes, un petit peu dans l'effusion du premier jour, je me suis dit ah merde, j'ai pris un pied, la bulle est pétée, c'est pas possible. Et en fait, voilà. Non, mais blague à part, voilà, c'est ça, c'est d'être dans un endroit qui bouge en permanence. Et c'est jouer en permanence avec les contraintes de l'espace. Et puis ensuite, ça va être jouer avec des contraintes proprement humaines, c'est-à-dire comment se positionner dans un groupe qui travaille dans l'urgence. Là, je parle des sauveteuses et des sauveteurs. Puis ensuite, comment trouver sa place dans un groupe qui est dans une très grande fragilité humaine. Voilà, ça, c'est des questions qu'on évoquera peut-être plus tard, mais le dispositif s'est construit comme ça sur une série de contraintes. Ce dispositif s'est construit
en négatif finalement le dispositif est tout ce que je n'ai pas pu faire finalement. Mais j'ai jamais voulu faire autre chose. Enfin, je sais pas si je suis clair, vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes tellement clair que Ouais. ça me fait penser à une question. Vous parliez de la bulle, vous parliez du cadre, mais enfin, il y a une espèce de parcours comme ça dès le début du film jusqu'à la fin, certainement, mais j'ai l'impression que plus on avance dans le film, et c'est ce que vous dites par rapport à le dispositif, c'est ce que je n'ai pas pu faire, et plus on avance dans le film, plus le cadre paraît de plus en plus instable, comme si l'image, qu'elle soit cinématographique, mais même aussi l'image de ce que vous regardez, c'est-à-dire les réfugiés, c'est comme si elle essaye de lutter pour exister, à l'image du film, à l'image de leur parcours, c'est-à-dire être là pour exister, de lutter pour exister. Et plus on avance dans le film, plus votre cadre est de plus en plus instable, ce qui n'est pas forcément un reproche me concernant. Mais moi, ça me dit beaucoup plus qu'un reportage sur tous ces réfugiés, finalement, mais aussi sur vous. Mmh. Oui, alors en fait, le montage du film suit, quasiment à la lettre, la chronologie du tournage. Mmh. Hem et c'est certain que plus on avance, plus on est dans une forme d'urgence. Alors, le pic de l'urgence, c'est le sauvetage, littéralement. Mais, une fois que les rescapés sont à bord, heu, je me mets à filmer quasiment, 10 heures par jour. Et c'est une caméra qui est enfin ma caméra devient une caméra uniquement portée à l'épaule. Je tourne avec une caméra relativement lourde, hem donc elle est aussi cette caméra à elle dit aussi mon état certainement, sans que je m'en rende compte. Donc, quand on tourne 10 heures par jour à l'épaule sur un bateau, c'est sûr qu'il y a une forme de fébrilité qui finit par arriver. Et puis ce que je filme, enfin ce que je filme, ceux q avec un X que je filme, heu heu, apportent de plus en plus d'émotions, je crois. Que moi, ça m'est jamais arrivé de tourner certaines séquences, d'écouter des histoires, de tourner certaines séquences, en ressentant alors je sais pas si je ressens l'émotion, des gens que je filme, qui eux aussi étaient parfois, très émus, par exemple quand on arrive, en Italie, quand il y a cette, certitude, enfin acquise que, ils vont arriver en Europe. Hem, mais c'est vrai que j'ai filmé, littéralement certaines séquences avec les larmes aux yeux, ça m'est jamais arrivé pour un autre film, ouais. Donc cette fébrilité forcément doit passer dans le cadre quelque part. Il y a aussi un autre élément, c'est que on sait de quoi parle, entre parenthèses, le film, parce que le film parle, il n'est pas bavard, il parle, mais on les attend. On les attend, ces réfugiés, comme vous les attendez aussi. Et donc, qu'est-ce que vous filmez à ce moment-là? Ou qu'est-ce que vous ne filmez pas, mais qu'est-ce qu'on entend? Donc, c'est à peu près la même chose. Bah, c'est la mer. C'est les cris de la mer, la saturation, tout cela. Et il y a une espèce de hors-champ sonore qui, qui est le dispositif et on regarde la mer et après on regardera celles et ceux qui viennent de cette mer. Il y a quelque chose de très très troublant et le fait est que le film respecte à la lettre cette espèce de chronologie. Bah d'abord il y a la mer. Je ne sais pas si c'est hors champ sonore, enfin j'imagine certainement, si peut-être, mais qu'il y a quand même quelque chose de très fort par rapport à ce hors champ sonore. Il y a quelque chose qui va arriver. Oui, absolument et on l'a vraiment construit comme ça. Alors ça, c'est quelque chose que j'avais, plus ou moins pensé avant le tournage. Enfin, D'accord. il y avait cette idée que la mer Méditerranée, est une des plus belles mers du monde, qui est c'est une mythologie pour, heu, pas seulement l'Europe, pour tout le bassin méditerranéen. Oui. La Méditerranée, bah, c'est une mer qui a bercé mon enfance. Hem, c'est, et en même temps, c'est la route migratoire la plus meurtrière du monde. Donc, il y avait cette idée, de filmer la mer comme c'est toujours beau de regarder l'horizon quand on est sur un bateau et en même temps, c'est un cimetière. C'est-à-dire que c'est un lieu, c'est comme filmer un désert où on sait que si on met le pied sans être équipé pour y aller, la mort est assurée. Donc, il s'agissait de donner, le sentiment
de ce danger, parce que quand on est entouré, quand on est au large et qu'on n'a plus de vue sur la terre, cette énorme masse d'eau devient inquiétante. C'est un peu le sens aussi du premier plan où on voit vraiment la mer en plongée comme ça, avec cette masse d'eau qui monte et qui descend. Je suis content que vous parliez du son, parce que Nicolas Joly et Emmanuel Solan, les deux monteurs son qui ont travaillé sur le film, ont fait un travail vraiment magnifique, de mon point de vue. Je les en remercie jamais assez de montage son, pour donner ce sentiment-là, et pour que justement la mer habite toute cette partie du film par le son. Voilà. Parlons un peu de l'éthique du regard, même si on a commencé un petit peu, mais développons ça. Quand les réfugiés, donc toutes ces personnes arrivent, elles sont donc dans le cadre, et puis progressivement, vous les approchez, et puis progressivement, on les entend parler. Ma question va être pour le coup assez basique, et je m'en excuse, mais comment ils acceptent la caméra? Bah, c'est une question qui est toujours nécessaire, qui m'a habité longtemps avant le début du tournage et dès la préparation, dès l'élaboration du projet. Euh, bon, cette question du consentement à être filmé, elle est centrale dans toute démarche documentaire. Euh, Là, elle était particulière. Alors, je ne vais pas parler de la question du consentement de l'équipage, hein, des sauveteuses, sauveteurs. Euh, mais vis-à-vis des rescapés, alors très concrètement, une fois que les rescapés ont été à bord, il y a eu une grande réunion qui a été faite avec eux et moi, où j'ai présenté vraiment mon projet. Je leur ai expliqué ce que je faisais, que ce serait un documentaire long, un film à voir au cinéma, et que je m'intéressais à ce qui allait se passer sur le pont du bateau. Voilà. Hmm. Je leur ai expliqué le plus précisément possible ce que je voulais faire, et j'ai insisté sur le fait que il fallait, s'ils n'étaient pas d'accord, qu'ils refusent d'être filmés, qu'ils me le disent, et qu'ils pouvaient me le dire maintenant, mais qu'ils pouvaient aussi me dire oui maintenant et non demain, oui pendant toute la traversée, puis non à la fin. Enfin, j'ai vraiment essayé d'être le plus clair possible sur euh, la, la nécessité de donner son consentement éclairé, comme on dit, sur l'accord pour être filmé. Alors de fait, il y a une dizaine de personnes qui sont venues me voir et qui m'ont dit bah moi je veux pas que vous me filmiez, voilà. Ok. Donc vous les voyez pas dans le film, ils ont aussi été coupés de la scène du sauvetage, parce que bien évidemment, et ça j'ai fait, je dois assumer ce choix. Quand je filme le sauvetage, évidemment, je ne demande pas l'autorisation aux gens de les filmer, puisqu'on aborde une embarcation en détresse qui est sur le point de faire naufrage et que ma caméra tourne. Euh, donc, l'autorisation, le consentement a été, je dirais, rétroactif. Voilà. Euh, et, euh, et je suis obligé d'assumer la forme possible de brutalité que peut représenter le fait de voir une embarcation avec des sauveteurs et une caméra arriver vers vous. Bon. Euh, d'un autre côté, euh, la présence de ma caméra a été aussi une forme de libération pour certains, a Mhm. provoqué une forme de libération pour certains. C'est-à-dire que autant une dizaine de personnes sont venues me voir pour me dire qu'ils ne voulaient pas être filmés, autant un nombre égal, si ce n'est supérieur, d'hommes, parce que je ne parle que d'hommes à cet endroit-là, je parlerai des femmes après, euh, sont venus me voir en me disant mais moi je veux que vous me filmiez, je veux vous raconter d'où je viens, ce qui m'est arrivé, pourquoi je suis là, je veux vous dire comment je m'appelle, etc., etc. Et il y en a beaucoup qui sont passés devant la caméra et qui m'ont raconté comme ça ces bribes d'histoire. Alors, je savais que, on reparle rapidement de la question du dispositif, je savais que je ne voulais pas de témoignages euh, frontaux, sous forme presque d'interview. Je voulais vraiment que la caméra soit une caméra d'observation et qui donne la sensation d'une coprésence comme ça sur le bateau. Donc, tous ces hommes, parfois jeunes, qui sont venus me voir pour me raconter des bouts de leur histoire, vous les voyez dans le film, ils racontent leur histoire, mais en fait, ils la racontent la plupart du temps à un sauveteur, à une sauveteuse, à quelqu'un de l'équipage, sans que ces scènes ne soient provoquées de ma part. C'est-à-dire qu'ils sont venus me voir et puis ensuite ils vont aller raconter à peu près la même chose à un sauveteur ou une sauveteuse. Euh, et là, en l'occurrence, c'est des scènes qui sont très longues dans le film. On a vraiment, avec François Scullier, le monteur du film, voulu essayer de conserver la longueur de ces scènes
Donc c'est des scènes qui font 7-8 minutes, des scènes de récit comme ça, de discussion sur le pont du bateau. Je fais donc non pas une parenthèse, mais il faut parler rapidement de la place des femmes dans le film et sur le bateau. Alors, dans ce sauvetage, il y avait 92 personnes. Sur ces 92 personnes, il y avait 9 femmes. Et ces 9 femmes ont choisi, pendant la traversée, de ne pas quitter ce qui s'appelle le Women's Shelter sur le bateau. C'est l'abri des femmes, euh, qui est un espace qui leur est réservé à elles et aux enfants et où les hommes n'ont pas le droit d'entrer. Donc évidemment, moi, je n'ai pas du tout cherché à forcer cette réserve-là. Donc vous ne voyez pas les femmes dans le film. Et est-ce que il y a des moments, au montage, j'entends bien, au montage, hein, où vous vous dites, alors que vous aviez tourné telle séquence ou telle séquence, que vous trouviez qu'elle était très importante dans le dispositif du film en devenir, mais au montage, vous décidez de retirer juste par souci d'éthique du regard. Est-ce que ça vous est arrivé? Non, parce que les quelques fois où justement des scènes qui auraient pu heurter une forme d'éthique documentaire se sont passées sous mes yeux, j'ai pas filmé. Ouais. Je pense à des moments de très grande faiblesse de la part de certains rescapés qui peuvent, en arrivant sur le bateau, s'évanouir, qui peuvent, voilà. J'estime que j'avais pas besoin de ça, qu'on comprend très bien par ailleurs que quand on a passé 48 heures en mer sur un Zodiac en plein soleil, on arrive, on est très fatigué, et puis bah, certains peuvent s'évanouir, d'autres non. Il n'y a pas besoin d'aller pointer du doigt celui qui s'évanouit ou celui qui se sent plus mal qu'un autre. Voilà. De la même façon, sur le bateau, je n'ai pas cherché à aller filmer les moments où les hommes dorment, par exemple, dans le grand espace, donc le men's shelter, qui est le parallèle du women's shelter, donc l'abri pour les hommes, où ils dorment, où ils se retirent un peu comme dans leur chambre pour lire un livre, regarder des photos sur leur téléphone ou faire je sais pas quoi, se reposer, discuter entre eux. C'est vraiment important dans un espace comme ça documentaire qui est entièrement clos, de s'imposer des limites, c'est-à-dire des endroits où on peut aller, des endroits où on ne va pas, parce que on sait par exemple, enfin, quand on était sur le bateau, les rescapés par exemple savaient que sur le pont du bateau, bah, j'étais là, mais que s'ils voulaient être tranquilles, ils pouvaient aller, comme je dis, dans leur espace, quoi. Il y a un personnage aussi qui est extrêmement, enfin, qui brille qui est présent, mais par son absence. Alors, je dis personnage, je suis un petit peu ironique quand je dis personnage, ben, c'est l'Europe. C'est l'Europe. Et, et j'ai cette sensation que après avoir terminé le film, effectivement, on parle d'un drame humain. J'ai l'impression que c'est aussi un film qui, non pas aborde frontalement, mais qui juste déplace la question du drame humain vers l'échec politique, donc vers l'Europe. Et aussi peut-être d'où le titre, Save Our Souls, qui dit plein de choses, mais qui est de l'ordre du spirituel, ça peut être religieux, ça peut être politique, ça peut je ne sais quoi. Et voilà, je vois très bien l'Europe, mais enfin, je la devine en tout cas. Et vous en avez un petit peu parlé au début de l'émission d'ailleurs, le côté politique. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça et comment on l'intègre dans le dispositif? Bah, oui, vous avez tout à fait raison. L'Europe est présente par son absence. L'Europe, c'est le grand hors-champ, la grande absente du film. Je parle de l'Europe politique. L'Europe géographique, c'est le grand objectif du bateau. C'est notre destination, littéralement. Mais je vais quand même dire que l'Europe est présente dans le film à travers l'attaque des gardes-côtes libyens, qui intervient au bout d'une quinzaine de minutes dans le film. Donc pour résumer très rapidement cette séquence, alors que l'Ocean Viking s'apprête à opérer un sauvetage, les gardes-côtes libyens arrivent avec une vedette rapide, un bateau très rapide, et s'interposent entre l'embarcation qu'on est sur le point de sauver et nous, et pour nous demander de quitter la zone, tirent à la Kalachnikov en l'air très près du bateau. Et ces gardes-côtes libyens, ils sont financés par l'Europe. C'est-à-dire que depuis 2016, l'Europe a donné 59 millions d'euros à la Libye pour la gestion des frontières. Donc voilà, elle est là, l'Europe. Elle est dans ces gardes-côtes libyens qui nous attaquent en cagoule et à la Kalachnikov pour nous empêcher de sauver des vies humaines. Ce soir, il y a une projection importante. Est-ce que ce film a déjà été montré
de manière plutôt, d'un point de vue plutôt privé, à des ONG ou des institutions, des choses de ce genre? Oui, oui, alors le film circule en festival et en projection depuis un peu plus d'un an. Il a été, beaucoup montré, aux côtés de la CIMAD, Mhm. dans le dispositif du festival Migre en Scène. Il a été, montré et primé au festival Amnesty International cette année. Ce soir, toutes les projections sont accompagnées par des associations locales ou nationales qui seront à chaque fois présentes. Donc, oui, on avait vraiment à cœur, hein, dès le début de la production, que des associations puissent s'emparer du film, euh, pour justement créer des moments d'être ensemble comme ça au cinéma. Voilà, pour qu'on soit pas- Et comment il est reçu ce film? Qu'est-ce qu'on en dit? Comment on vous en parle aussi de ce film? Bah, il est très bien reçu, mais je peux que constater, et je m'en réjouis, mais enfin, je peux que constater que ce sont des convaincus qui viennent dans les Mm. festivals, qui viennent aux projections. Donc, je crois que le film montre des choses que peut-être une partie du public n'avait jamais vues, en tout cas n'avait jamais vues avec ce temps long propre au documentaire. Euh, mais, euh, mais je n'ai jamais été confronté à des adversaires politiques dans les salles de cinéma. Et je ne serais pas contre, parce Ouais, je comprends. que, parce que bon, il y a un discours très construit euh, contre, contre à la fois le travail des ONG et puis il y a un discours contre ces exilés qui prennent la mer. Euh, donc, moi, je suis prêt, même si c'est un peu naïf de le dire, mais je suis prêt à en discuter. Et je pense que le film pourrait être un, un support intéressant pour en discuter. Et mon expérience aussi du tournage peut être un support intéressant pour en discuter. Voilà. Mais visiblement, ils ne viennent pas au cinéma. Écoutez, je vais vous poser une dernière question qui va être assez provocatrice, je m'en excuse, mais vous allez comprendre pourquoi je la pose. Et je me permets une petite parenthèse très, très, très subjective. Pour le coup, il s'est avéré que euh, dans la région Normandie, là où je vis, j'ai accompagné un film qui s'appelle, que vous connaissez certainement, qui s'appelle No Overland, le film sur la Palestine. Et je l'ai accompagné, c'est-à-dire j'ai suivi ce film dans plusieurs salles de cinéma de la région. Et le public, très souvent, était un public convaincu, sensible déjà à la cause palestinienne. Il est vrai, comme vous, j'aurais bien voulu un jour me retrouver face. Enfin, ça c'est arrivé une fois, mais c'était trop gentil, j'ai envie de dire. Mais c'est vrai que j'aimerais bien me retrouver, parce que c'est intéressant de voir comment certaines personnes ne sont pas forcément sensibles à ça, qu'elles soient non pas sensibles entièrement ou moyennement, mais ça peut être intéressant d'en discuter via l'image. Mm. Et la plupart des gens qui voyaient ce film, très ému à la fin du film, me disaient souvent, mais voilà, on est là, on a passé 1 heure et demie, on est dans une salle de cinéma, on a vu un film, on ne sait plus quoi faire après. Mais à quoi ça sert ces images-là? Parce que à un moment, il faut bouger, il faut agir. Et donc, je voudrais vous. Après, bon, voilà, je répondais autrement, mais moi, je voudrais vous poser cette question. On a peut-être dû vous poser certainement. À quoi ça sert les images que vous avez faites? À quoi ça sert ce film? À quoi ça sert que le cinéma doit être utile pour ça? Ma question est provocatrice. J'ai une réponse, je pense que c'est la même que la vôtre, mais j'aimerais bien quand même que vous en parliez parce que j'ai un peu vécu cette question-là pendant 3 semaines et Je vais vous répondre d'abord en revenant finalement à votre première question, c'est-à-dire dans quel état moi je suis sorti du tournage. ouais. Quand je suis revenu en Normandie, parce que j'habite aussi en Normandie, quand je suis revenu chez moi en Normandie, j'ai retrouvé ma famille, j'étais content, ni ma compagne ni mon fils m'avaient vu depuis 1 mois et demi, donc, et moi je les avais pas vus, donc ouais, mais puis voilà, je suis revenu avec mes rushs et je me suis dit, mais à quoi ça sert de faire un film? En fait, ce qu'il faut faire si on veut s'engager sur cette question-là, il faut s'engager sur les bateaux de sauvetage. Il faut aller sauver des vies, en fait, parce que il n'y a rien d'autre d'utile que d'aller sauver des vies, que d'aller sauver ces vies-là. Bon, et puis ensuite, non pas que ce sentiment s'estompe, mais je dirais que ma vie reprend son cours petit à petit. Et puis on monte le film, etc., etc. Mais à quoi ça sert de faire un film comme celui-là?
Je dirais que ça sert à... Ça va pas changer le monde, ça c'est certain. Si ça fait un petit peu bouger certains regards, tant mieux. Mais ça sert, en tout cas, selon moi, à prendre le temps. Ça sert à prendre le temps d'être ensemble, non pas autour du film, mais autour de ces questions-là. Ça sert à peut-être voir différemment quand on va retrouver certains de ces rescapés ou leurs alter ego croisés dans un journal télévisé ou je sais pas où, dans un article de journal. Ça sert peut-être à, à mieux comprendre, en tout cas à mettre des images sur ce qu'ils et elles ont traversé. Et ça déjà, s'il y a ce lien qui est fait entre le réel et le film, je dirais que le film a trouvé son utilité. Save Our Souls, dans le descriptif, vous avez le lien qui renvoie au site du film. Je le disais, projection exceptionnelle ce soir dans une centaine de salles de cinéma, que ce soit en France, un peu partout. Toutes les informations, il y a la projection aussi au Méliès, il y a le débat qui sera retransmis du Méliès. Voilà, vous avez le Méliès de Montreux, bien évidemment, et vous avez toutes les informations. Merci beaucoup, Jean-Baptiste Bonnet, d'avoir pris le temps de répondre à mes questions qui étaient effectivement axées autour du dispositif cinématographique, mais je pense que, et d'un, ce serait manquer de respect à votre film de ne pas le faire, et de deux, c'est ce qui permet aussi d'avoir certes une émotion, mais finalement aussi une réflexion, et je pense que c'est inattaquable. Voilà, donc merci beaucoup à vous pour votre compréhension. Merci beaucoup, Samir. Merci. Générique. Arrive in the canyon, that's where I long to be with my three